Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, n'oublions pas, celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, aujourd'hui, je sors une nouvelle série, une nouvelle thématique de vidéos. Et ce qui m'a donné envie de faire cette nouvelle thématique, c'est mon ami Jamcore. Jamcore a fait une série de vidéos que je vous invite d'aller regarder, où il analyse les physiques de grands noms du bodybuilding, et en l'occurrence, beaucoup de personnes qui ont gagné Mister Olympia. Bon, il est bien évident que ces personnes ont gagné Mister Olympia grâce à la sueur et à leur travail acharné, mais grâce évidemment à l'ajout de produits dopants. Mais malheureusement, des fois, ça ne se termine pas comme un long fleuve tranquille. Ce n'est pas le monde d'Aesop et les merveilles. Dans la réalité, certaines personnes peuvent malheureusement mourir quand ils prennent des produits dopants. Et dans ma thématique, c'est de ça dont on va parler. Bon, évidemment, avant de parler de la mort, on va parler de la vie également, expliquer quelles ont été ces personnes et vous expliquer comment ça a terminé pour eux. Donc, aujourd'hui, dans notre premier volet, notre premier épisode, on va parler de Ludo. On va parler de Mike Mentzer. Donc, Mike Mentzer, c'est qui pour les gens qui ne le connaissent pas? Mike Mentzer, c'est un bodybuilder professionnel qui a sévi dans la golden age du monde de la musculation et dont la carrière s'est arrêtée en 80. Et il y a une bonne raison pour ça. Déjà, pour informer les gens, Mike Mentzer, il est né en 51, donc c'est quelqu'un qui a pu connaître toute l'ascension d'Arnold Schwarzenegger et même des grands bodybuilders d'avant, et qui a réussi en 1979 à obtenir le score au Mister Olympia pour la catégorie heavyweight de 300 sur 300, ce qui n'était jamais arrivé avant et n'est plus jamais arrivé après. Malheureusement, il devra s'incliner devant Frank Zane, qui lui gagnera le Mister Olympia Overall. Et en 1980, arrive la fameuse compétition Olympia qui a fait couler beaucoup d'encre et qui se passait à Sydney, où au dernier moment, les mecs sont au courant qu'Arnold Schwarzenegger revient en course. Donc là, c'est la catastrophe parce qu'ils savent très bien qu'il va leur voler le truc, même si tout le monde l'a dit, il ne méritait pas, au vu de sa préparation, de gagner le titre, mais il le gagnera. D'ailleurs, le comportement d'Arnold, qui était tellement, on va dire, présomptueux et hautain, fait qu'ils ont failli se foutre sur la gueule en amont de la compétition, quoi. Et c'est l'un des frères Wilder qui a dû se mettre entre les deux, parce que ça allait partir en fight. Donc oui, à cette époque, de toute façon, il faut savoir que Arnold, c'était le grand Manitou, c'était le boss, c'était lui qui était adoubé par les frères Wilder, c'était lui qui était l'image du bodybuilding, c'était The Man, quoi. Donc, quand il arrête sa carrière, les mecs comme Mentzer ou comme Frank Zane ou comme d'autres se disent, enfin, on va pouvoir briller. Et quand le mec en 80 revient, tu te dis, putain de merde, là, on a eu la chance de briller, et le mec qui revient, et évidemment, quand il revient, il va tout rafler. Déjà, la première raison, c'est qu'il avait déjà cartonné dans le cinéma, donc c'était une manière également de vendre plus de tickets pour cet Olympia-là. Le fait de le faire gagner, ça permettait évidemment une plus grosse couverture médiatique des médias hors que des médias du bodybuilding, dirigés par les Wilder. Donc on comprend bien que l'aspect mercantile, l'aspect communication et l'aspect business a pris le pas sur l'aspect sportif. Oui, et de toute façon, ça va se revoir, puisque c'est quand même, je pense, une compétition qui est décriée même encore aujourd'hui. Absolument. Et je sais que Frank Zane, j'avais vu une interview de lui, il en reparle encore en étant quand même dégoûté. Et je crois que jusqu'à sa mort, Mike Mentzer soutiendra que Arnold Schwarzenegger n'aurait pas dû gagner. Alors il ne disait pas spécialement que lui aurait dû gagner le titre, mais sûrement pas Arnold Schwarzenegger. Donc forcément, voilà, Mentzer finit 5e, je crois. Et là, dégoûté, il arrête sa carrière de bodybuilder pro. Et ce qui va d'ailleurs déboucher sur une longue période de traversée du désert pour Mentzer, parce qu'à la suite donc, de ces Mister Olympia de 1980, il arrête, il décide d'arrêter la compétition en tant que bodybuilder professionnel, mais suite à l'altercation qu'il a avec Schwarzenegger en amont de la compétition, il va se faire non officiellement blacklisté. Cliff Bébé, en fait, leur dit, c'est mort les gars, vous bossez plus avec lui, donc les promoteurs le bookent plus, etc. Il bossait en plus à l'époque pour les frères Wilder parce qu'il écrivait pour beaucoup de magazines, parce qu'à la base c'était plutôt quelqu'un d'instruit. D'ailleurs, au début il avait pensé à faire une carrière en fait de médecin pour devenir psychiatre, et la vie en a décidé autrement. Mais voilà, donc c'est quelqu'un qui avait toujours utilisé sa plume aussi pour avoir des à côté. Et là, en étant blacklisté du booking, de posing, etc., et en ne bossant plus pour les frères Wilder, il le dit lui-même, il est passé d'un revenu qui était à l'époque monstrueux, c'était $200 000 par an, et il parle de $200 000 à zéro. Mais en fait, c'est très important ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, le bodybuilding, il n'y avait pas de bodybuilder, donc leur image était facilement
commercialisable. Les Fairweather avaient la main mise sur le business. Bon, ça s'est un peu ouvert aujourd'hui, mais bon, c'est quand même les gens qui sont les plus prépondérants, même s'ils ne sont plus vivants aujourd'hui. Donc, se brouiller avec eux, ah bah ouais, tu tires un trait sur tout ce qui pouvait se faire. Et sur tous les à côté, les posings privés chez des riches homosexuels qui payent rubis sur l'ongle pour avoir ces mecs-là qui posent dans leur salon. Donc, en vérité, le monde du bodybuilding, pour cette élite-là, tous les mecs s'entraînaient au Gold Gym à l'époque, c'était vraiment un business et un business juteux. Donc, avoir le courage de se brouiller avec la personne qui gère le robinet, même qui met l'eau dedans, c'est très courageux. Et preuve en est, Frank Zane, encore aujourd'hui, en parle, parce on peut dire que pour ces mecs-là, c'est un traumatisme d'être floué comme ça par une seule et même personne qui, de surcroît, est devenue, aujourd'hui, tout le monde connaît Schwarzenegger. Tout le monde connaît Schwarzenegger. C'est le Master Blaster. Et avec sa compétition, la note classique, qui est la deuxième compétition la plus importante dans le monde du bodybuilding avec Olympia, on peut dire qu'il a encore plus marqué son empreinte d'une tâche indélébile qui le précédera après sa mort. Donc oui, je trouve ça un peu dégoûtant, mais bon voilà, l'histoire est comme elle est. Oui, et lui, en tout cas, son histoire va passer sur, comme je te disais, donc 10 ans à peu près de traversée du désert. Il se met finalement à refonder un magazine de musculation avec un autre mec qui va le coopter. Mais 5 ans plus tard, alors que le truc commence à peine à fonctionner, paf, on coupe les vannes. Donc entre-temps, il s'est quand même rabiboché avec les Fairweather, donc il va pouvoir revenir écrire un peu avec eux. Mais en fait, ça marche pas non plus, les lignes éditoriales, ça lui plaît pas. Donc, en 90, le mec, il est quand même toujours un peu dans la merde. Et il va faire ce qu'il savait faire le mieux, c'est-à-dire déjà repartir en training pour lui-même et surtout aller coacher les gens. Parce qu'entre-temps, il a obtenu donc une licence de coach professionnel. Et il va aller où? Il va aller directement à Gold Gym. Et donc, c'est un petit peu pour lui une revanche, parce qu'il part un peu à la Mecque des gens avec qui il s'est brouillé. Et très vite, sa méthode de travail va commencer à faire du bruit. C'est parce qu'à l'époque de cet âge d'or du bodybuilding, il allait à l'inverse de tout ce que les autres y faisaient. Les mecs, en une semaine, pour un groupe musculaire, ils pouvaient faire 20 types d'exos par groupe musculaire, ce qui était complètement fou. Sa méthode, qui s'est inspirée du HIIT, donc voilà, qui n'est pas la création de Meisner, parce que le HIIT, je crois que ça a été créé par un espèce de milliardaire, Arthur Jones. Ouais, complètement taré, qui avait vu dans la savane des gorilles qui faisaient un pull-up avec un bras, et il se disait qu'il y a peut-être un moyen d'être aussi fort qu'eux. Mais Meisner s'est inspiré du HIIT et en a fait le fameux Heavy Duty. Au lieu de s'entraîner, comme je disais, 6 fois ou 5 fois par semaine, le mec ne s'entraînait qu'en gros 3 fois. Et encore, avec une rotation de 6 à 8 jours, prenant en compte du temps de récupération. Si tu étais trop fatigué, tu faisais pas 6 jours, mais tu faisais 8 jours, avant de retravailler le même groupe musculaire. Et c'est ça en fait qui l'a rendu célèbre, et en même temps très 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 décrié. Ça c'est très intéressant, c'est que sa méthode, après, il a entraîné Dorian Yates également, et Dorian Yates après a pimpé cette méthode-là. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Dorian Yates le disait très bien, et Matt Menzer également, c'est que c'est des gens qui sont entraînés de manière classique pendant des nombreuses années. Et après, à un moment, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, parce que voilà, tu as envie d'aller au-delà de ce qu'on t'a appris ou de ce que font les autres, tu te poses des questions, tu étudies un peu la physio, tu vois comment fonctionne ton corps et tu fais encore une fois de l'anthropologie. La musculation, c'est ça. Les gens qui pensent qu'il y a quelque chose d'universel, ça n'existe pas. C'est-à-dire que lui, il a essayé, il a vu qu'il se développait plus parce qu'il avait déjà acquis un physique tellement énorme qu'il a enlevé tout ce qui, selon lui, ne servait à rien pour garder l'essentiel. Dorian Yates, c'est exactement la même chose. Dorian, arrive un moment, il ne faisait plus de squat et de plus de développé couché. Parce qu'il a dit qu'il avait fait du squat pendant longtemps et que c'est un mouvement qui ne marchait pas. Mais évidemment, il le dit lui-même très justement, il ne conseille pas à un débutant d'employer la même méthode que lui, il a employé après 20 ans de pratique de bodybuilding et avant d'être un compétiteur chevronné qu'on connaît. C'est exactement ce que j'ai lu. Mike Menzer disait, on ne va pas dire que tout ce qui a été fait avant, ça ne sert à rien. C'est qu'à un moment, si tu veux passer au level supérieur, alors c'est là où il recommandait sa méthode, qui a fonctionné d'une certaine façon, comme tu le dis avec Dorian Yates, qui l'a pimpé une fois qu'ils se sont rencontrés, que tout le monde finalement découvrira dans le fameux documentaire Blood and Guts, qui montrera en fait une séance de training complètement monstrueuse. Good. These are good. Come on. Yeah. Come on now, let's get nasty.
La question que les gens peuvent se poser et que je me suis posée, c'est aussi, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi connu alors ce mec-là? En fait, ce qui est très intéressant dans tout ce que tu dis, c'est que les méthodes d'entraînement ont été, entre guillemets, je mets bien entre guillemets, créées par les frères Weider. Donc c'est eux qui ont validé ces méthodes-là. Donc ça veut dire que quand tu voulais montrer une différence, ou en tout cas jeter un pavé dans la mare, il fallait remettre en question ces méthodes que tout le monde faisait parce qu'il n'y avait que ces méthodes-là. Et quand tu as été un compétiteur chevronné qui a été au coude à coude avec Arnold Schwarzenegger, ça veut dire que là, tu arrives, tu reviens sur le champ de bataille que tu as connu, en étant ce que tu as été, même si tu ne l'es plus, et en ramenant quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire que tu es la preuve vivante toi-même que ces méthodes ont pu marcher ou pas, et on va dire c'est juste de l'argumentaire, et surtout à l'époque, dans les années 80, 90, le mec t'arrive avec ça, les gens en tout cas, ils ont envie d'essayer, et à partir du moment où tu as quelqu'un comme Dorian Yates qui devient la tête qu'on connaîtra plus tard, et que lui-même après se sert de cette méthode pour créer sa méthode à lui, ça valide ton propos en vérité, tu vois. Et en fait, je dirais qu'il n'est pas connu parce que les jeunes d'aujourd'hui, je vais pas dire qu'ils ne connaissent rien parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais nous, à notre époque, on avait la chance, moi, un mec comme Menzer, c'est les anciens qui m'en parlaient, un mec comme Olivier que je salue, qui a mes vidéos, c'est lui qui m'en parlait à l'époque de ses frères avec leurs avant-bras, ceux qui faisaient les poses comme ça, des avant-bras de malade. Donc tu sais, c'est déjà nos anciens qui nous parlaient de ça. Tu vois, même vous regardez simplement le film Pumping Iron, qui est pour moi la base. Si tu fais de la musculation et tu te prends pour un crack, t'as pas vu ces films-là, pour moi, c'est que tu connais rien, quoi, tu vois. Donc, à un moment, oui, c'est les gens qui sont des amateurs de culturisme ou de fitness sont, je dirais, peut-être incultes, mais parce que les personnes qui sont les leaders du milieu actuellement n'en parlent pas. C'est ça le grand problème. Et Netflix a fait une vidéo sur Ronnie Coleman. C'est pour ça que peut-être que des gens l'ont découvert par ce biais-là. Mais le problème de Mike Menzer, Menzer... Oui, justement, on arrive en 90 et on va pas spoiler, mais malheureusement, Mike Menzer va mourir prématurément à 50 ans en 2001. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a foutu entre les deux et tout ça. Et pour comprendre aussi le personnage, il faut quand même revenir en arrière, c'est-à-dire que ce mec-là était, et de toute proportion gardée, je crois que c'était quand même un peu un illuminé. Déjà, alors je sais pas pourquoi, mais il prenait en fait des amphétamines régulièrement, même presque tous les soirs, ce qui lui permettait en fait d'avoir des espèces de réflexions parce qu'il était pris de je sais plus comment ils appelaient ça, de génie créatif. Donc les mecs ils partaient dans des délires d'écriture, etc. C'est comme ça un peu qu'il a pondu sa première théorie qu'il appelait scientifique du heavy duty, et il s'est aussi fait énormément de mal à la santé. Alors ce qui est fou, c'est que les bodybuilders de cette époque-là, c'est très difficile d'avoir des témoignages sur les produits. Donc sur ce qui est de Mike Menzer, on n'en parle absolument pas. Et la finalité de l'histoire, c'est un peu pour ça que tu as lancé ce thème, c'est que pendant ces dernières années de vie, il se concentrera à fond sur sa méthode donc de heavy duty. Et la triste consécration, c'est une série de vidéos qu'il va faire avec un bodybuilder qui s'appelle Marcus Reinhardt, qui est allemand et qui est parti s'entraîner en fait aux États-Unis et qui a rencontré au Gold Gym ce bon vieux Mike Menzer qui coachait ses élèves, et à un moment il s'est dit j'ai tout testé, mais c'est qui cet allumé là qui fait un truc que personne ne fait. Et il l'a embauché comme coach, et ils viendront amis, et à l'orée de sa mort, Mike Menzer peut-être, alors le Marcus qui est devenu très proche disait c'est peut-être son héritage, en tout cas son testament. Ils ont fait une série de vidéos qui sont trouvables d'ailleurs sur YouTube et qui sont très intéressantes, le fameux Heavy Duty, où on reprend en fait qu'est-ce que c'est que le Heavy Duty par groupe musculaire, et c'est Marcus Reinhardt qui est un peu l'ambassadeur de cette méthode, et on voit d'ailleurs que c'est fou, il a 50 ans, tu le vois marcher, tu as l'impression que le mec il en a 65 voire 70. Alors je me posais la question, est-ce que c'est l'abus de ce Heavy Duty ou plein d'autres excès? Vraiment, lui et son frère, on dirait des petits vieux, ça fait peine à voir. Donc tu dis putain merde, est-ce qu'elle est vraiment bien cette méthode? Mais en tout cas, elle a l'air ultra intense. Et une fois en fait, le dernier jour de tournage où ils finissent la vidéo, ils se disent au revoir, Mike Menzer part dans sa chambre d'hôtel et il sera retrouvé par son frère le lendemain mort, dans son sommeil, d'un arrêt cardiaque. Alors voilà, arrêt cardiaque, il y en a plein qui disaient que oui, ça faisait des années qu'il souffrait en fait de défaillance en fait cardiaque, que c'était génétique, etc. Il faut savoir que son frère, lui, souffrait de problèmes rénaux et qu'il avait commencé à avoir des dialyses aussi il y a quelques années. Donc cardiaque, rein, produit, peut-être un raccourci que
je ne ferai pas, mais bon quand même. Et le plus triste en fait dans cette histoire, c'est là où 48 heures plus tard, son frère qui devait aller à une dialyse et qui était dévasté par la mort de Mike, son frère se pointe pas à la dialyse. On le retrouve lui aussi mort chez lui, tout seul comme un con. Donc les deux frères qui ont, je pense, donné leur vie au bodybuilding, qui ont vécu le truc, même si le frère Ryan, il était plus dans l'ombre de Mike, voilà, ils auront créé quelque chose qui finalement sera peu connu et ils seront morts tristement à 48 heures d'intervalle. Et c'est la petite histoire quand même, c'est que c'est ce Marcus aujourd'hui qui est un peu vu comme le digne héritier de la méthode Heavy Duty et qui continue encore aujourd'hui à la promouvoir, en parler, faire des cours, etc. Donc la méthode Metzer n'est pas morte et c'est le Marcus qui a pris le flambeau. En tout cas, merci beaucoup Ludo encore une fois pour ce travail d'investigation digne de Monsieur de la Villardière, vraiment très très fort. En fait, tout ça, c'était la réalité du monde du bodybuilding parce qu'en vérité, ce sont des personnes qui donnent tout, qui tirent un trait sur leur vie affective, leur vie professionnelle parce que lui voulait devenir médecin ou psychiatre, il a préféré être bodybuilder parce qu'être bodybuilder, ça prend beaucoup de temps. Puis à cette époque-là, c'était un Eldorado. Le mec gagnait 250 000 $ par an, c'est énorme pour l'époque. Même aujourd'hui, ce serait énorme. Alors à l'époque, c'est encore plus énorme. On peut dire que c'était des stars de cinéma, quoi, on peut dire. Tu vois, à cette époque-là, quand les mecs se balayaient dans la rue, quand ils allaient à la plage, c'était des stars. Il n'y avait pas de mecs comme eux. Ils faisaient des démos dans des prisons, partout. C'était hors norme. Aujourd'hui, des mecs musclés, c'est quelque chose de banal, on en voit partout sur les réseaux sociaux, même si ça ne court pas forcément les rues, mais en tout cas, on en voit visuellement plus qu'avant, tu vois. Et ce que je trouve regrettable, c'est comme tu as dit très justement, c'est que ces personnes-là ne soient pas au panthéon du monde du bodybuilding, parce qu'un panthéon, ça n'existe pas dans ce monde-là. Il n'y a pas des étoiles comme à Hollywood pour rendre hommage aux gens qui ont fait ce sport et qui ont donné ces lettres de noblesse à ce sport, comme l'ont fait les frères Metzer, parce que pour moi, ils font partie de cette époque de mecs des années 70-80 qui ont été vraiment des gens qui faisaient partie du top, quoi. Et c'est malheureux qu'aucun youtubeur n'en a parlé, mais en France, je trouve ça un peu dommage, parce que pour moi, ces mecs-là ont un physique hors norme, ils ont donné un héritage qui a permis à un grand nom du bodybuilding tel que Dorian Yates de créer sa méthode également, dont on n'entend pas forcément plus parler aujourd'hui. Hein. On entend parler de Dorian, mais sa méthode, on n'entend pas forcément beaucoup parler. Donc c'est encore ce qui est révoltant dans ce sport, c'est que c'est un sport d'oubliés. On parle des personnes aujourd'hui qui sont connues sur les réseaux parce qu'ils ont des abonnés, pas forcément des gros athlètes, mais les gens qui ont fait que ces mecs-là fassent de la muscu ou aient envie de progresser ou envie d'avoir un physique, on n'en parle pas. Tu vois ? Donc je dis pas qu'on doit faire des vidéos toutes les semaines pour en parler, mais simplement rappeler aux jeunes qui suivent Thibaut InShape, Bodytime, Nassim, machin, que avant tous ces gens que vous suivez, il y a des mecs qui ont donné leur vie pour ce sport, pour créer des méthodes. Limite, sa mort, elle est biblique, le mec. C'est biblique, sa mort, quoi. Le mec, il a fait ce qu'il avait à faire, il meurt. 48 heures après, de chagrin, parce que pour son frère, ça devait être son héros, Mike. Donc, il n'a pas surporté sa mort, il est mort 2 jours après. C'est limite, je dirais même qu'une mort prématurée, quelle que soit l'activité dans laquelle tu es, artistique ou normale, c'est ça qui crée une légende, en fait. Et moi, je pense que Mike Metzer est mort comme une légende, mais malheureusement, sa légende, on ne la perpétue pas dans ce monde du culturisme moderne. Et ça, je trouve ça désastreux. Malheureusement, la finalité, c'est la mort. Pas forcément peut-être à cause des produits, parce qu'il l'avait raccroché depuis longtemps au but du physique, comme tu le dis dans la vidéo qu'il a fait avec ce Marcus, cette vidéo testament. Et ce qu'on peut retenir de Mike et de son frère, c'est que Mike, il a épousé la maxime que j'ai épousée aujourd'hui, que je répète à longueur de journée ou à longueur de temps à la fin de mes vidéos. Il a préféré être détesté pour ce qu'il est, quelqu'un d'intègre, d'intelligent et d'un peu fou, comme on l'est tous, plutôt qu'être aimé pour ce qu'il n'est pas, un lèche-boule des frères Weider, d'Arnold Schwarzenegger, en tout cas du système qui lui permettait de gagner 250 000 $ par an, ce qui est quand même extraordinaire. Donc c'est très courageux d'aller au bout de ses idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et on peut dire que la jalousie… il l'aurait mérité. Il l'aurait bien mérité. Et en tout cas, je suis là par cette vidéo pour pas le glorifier, mais pour au moins parler de lui et lui rendre un hommage, car je pense qu'il le mérite et qu'on le mérite tous. Enjoy.